Bon, bonsoir à tous. On va pouvoir commencer. Donc on est vraiment ravis de vous retrouver aussi nombreux pour cette nouvelle conférence aux Archives municipales de Lyon. Un public vraiment nombreux avec des profils variés, donc ça nous intéresse beaucoup. Donc on va avoir une conférence ce soir sur René Gagès et le centre d'échange de Perrache. Donc une conférence qui sera présentée donc, par Marine Pinault. Donc c'est une conférence qui est organisée par l'association Rail et Histoire, qui est donc rattachée à la SNCF, et c'est l'antenne lyonnaise, donc l'antenne sud-est de Rail et Histoire, qui organise cette conférence en partenariat avec les Archives municipales de Lyon. Moi personnellement, donc, je suis Sébastien Gardon et je m'occupe avec d'autres de cette antenne, et donc je suis ravi de voir ce sujet du centre d'échange de Perrache présenté ce soir, parce que c'était le sujet de mon mémoire de DEA. Donc j'ai travaillé sur le centre d'échange de Perrache et j'ai eu la chance de rencontrer René Gagès, Charles Delphande, Guy Vandera et pas mal de monde qui ont travaillé sur ces questions. Et donc de pouvoir questionner un petit peu ce rapport aussi qu'on entretient à Lyon avec cet objet architectural très particulier qui a été très critiqué et en même temps très visité. Et qui est un objet vraiment typique des années 70, avec une belle exposition qui a été organisée par la mairie du 2e arrondissement et Rail et Histoire, donc, qui avait été proposée cet automne donc à la mairie du 2e arrondissement. Et donc je remercie vraiment Marine Pinault qui nous propose cette conférence, et donc je vais lui laisser la parole pour à peu près 45 minutes, 1 heure, et ensuite on aura un temps de débat et d'échange avec la salle. Merci beaucoup. Merci. Bonne conférence. Bonsoir à tous et toutes. Je vais commencer traditionnellement par remercier l'association Rail et Histoire et évidemment les Archives municipales de Lyon pour leur invitation. Ça fait vraiment plaisir d'être invitée ici, d'autant plus que je suis lyonnaise, mais aussi une usagère assez assidue des Archives municipales de Lyon. Le travail de mémoire de Master 1 que je vais vous présenter ici a été effectué entre 2020 et 2021 et toujours en cours puisque je travaille encore sur ce sujet pour mon Master 2. Donc ce travail va prendre source essentiellement donc, sur des fonds d'archives d'ici et aussi sur les archives départementales de Lyon, Centre Pompidou, Bibliothèque municipale, notamment leur site en ligne Numélio, et aussi la Société académique d'architecture de Lyon. Donc je suis très heureuse d'être là et très heureuse que vous soyez aussi nombreux à cette conférence. Et j'espère être à la hauteur parce que c'est la première fois que j'anime une conférence. Voilà. Quelques précautions d'usage pour vous expliquer de quoi je vais parler. La présentation donc, qui va suivre est extraite de mes recherches et travaux de mémoire, donc, qui portent sur le pôle d'échange de la gare Perrache, par l'architecte René Gagès, dont l'édifice a été élaboré au XXe siècle, entre 1972 et 1976. Je vais vous parler des origines du projet, son rejet, ses ambitions aussi initiales, ainsi que sa reconnaissance et sa réhabilitation, et aussi des différents acteurs et politiques de l'agglomération lyonnaise. Donc à partir de ce que j'ai pu étudier en archives. Donc ça va aussi nous permettre de revenir sur quelques idées reçues, quelques clichés vis-à-vis du centre d'échange de Perrache. Et je vous propose en fait en quelque sorte un voyage de la théorisation donc, du projet, donc un peu avant 1972, à sa réalisation donc, entre 1972 et 1976, à sa réception et évolution de donc, 1976 à aujourd'hui. Donc c'est une sorte de voyage dans le temps, une balade chronologique si on peut dire, tout en parlant et se concentrant aussi sur les acteurs du projet. Ceci va nous permettre de démonter donc certains clichés, comme je vous l'ai dit, sur le pôle d'échange. En effet, je pense que vous le savez, l'ouvrage de René Gagès est largement dévalorisé, que ce soit par les Lyonnais ou en général. Hein. Il est affublé de pas mal de surnoms, comme Goldorak, Verru ou encore Lynn Maginot. Je ne vais pas tous vous les citer, évidemment. Évidemment, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision-là. Je pense que vous l'avez deviné, sinon je ne serais sûrement pas là. Et vous allez comprendre a priori pourquoi pendant cette démonstration, donc cette conférence.
Il faut aussi préciser que donc, dans cette perspective, je vais vous parler principalement du cas de Perrache et non celui de la Pardieu ou celui d'une autre ville, puisque c'est celui que j'ai le plus étudié pendant mes recherches. Aussi, je parlerai principalement du centre d'échange en lui-même, peut-être un peu moins de René Gagès et de ses autres réalisations, puisque, à mon avis, ça mériterait une conférence à part entière, hein. Donc ici, nous verrons vraiment René Gagès sous l'angle du projet du centre d'échange. Et il faut préciser que aussi le cas de Perrache est tout à fait novateur, puisque l'idée de centre multimodal n'existait pas au XXe siècle. Et l'idée de multimodalité et d'intermodalité est due donc à l'explosion des mobilités au XXe siècle, transformant complètement la forme des villes et complexifiant alors les espaces urbains. Et c'est aussi par le développement parallèle des tramways, du métropolitain, des automobiles, mais aussi du béton armé ou de la construction métallique, que ça a impliqué en fait un remodelage territorial donc, des villes et va créer vraiment des différenciations sociales et fonctionnelles. Ces profondes mutations sont donc portées, ou on peut même dire contraintes, par la mobilité. En fait, la ville change de face et les manières d'y intervenir aussi. Donc, l'idée et l'élaboration d'une architecture des mobilités, donc d'un centre d'échange, est quelque chose de tout à fait moderne. À cette époque, évidemment, aujourd'hui, c'est assez courant. Et donc, c'est vraiment une solution pratique et nouvelle sur le plan de l'architecture et des équipements. Et j'aimerais aussi préciser par rapport au pôle d'échange que l'accumulation de différents modes de transport dans un milieu ne crée pas forcément un pôle d'échange. C'est vraiment leur intégration spatiale et fonctionnelle qui en font un. Il y a aussi, faut le préciser, une volonté de structuration territoriale qui joue donc un rôle très structurant dans leur environnement. Et donc, c'est à Lyon que le premier centre d'échange va naître, donc le premier prototype du genre qui va donner une architecture tout à fait nouvelle. Et donc, il convient donc bien de faire le point sur cet édifice en le réévaluant à sa juste valeur. Donc, je vais vous présenter cela avec 3 grands moments pour tenter en fait, de faire le tour du bâtiment de René Gagès. Donc on va passer à notre première partie, de premiers aménagements associés à des bouleversements administratifs et politiques pour le quartier de Perrache. Avant toute chose aussi, j'aimerais vous préciser que je vais faire évidemment l'impasse sur le plan d'assèchement et de remblaiement des Launes lancé par Michel-Antoine Perrache au XVIIIe siècle, qui ont permis d'agréger le chapelet d'îles situé sur le Rhône et d'étendre Lyon au sud, donc au-delà des remparts d'Énée. Donc nous allons vraiment nous intéresser en ce qui concerne la presqu'île à la fin du XIXe siècle au XXe siècle. Donc Lyon, notamment sa presqu'île, possède des attributs géographiques structurants et forts, notamment donc, les 2 collines et les 2 fleuves. Lyon est un carrefour de communication qui lie les voies terrestres donc, et fluviales. Cependant, cette topographie atypique a eu longtemps pour conséquence de la contrainte dans son vision. Ces contraintes l'ont obligée à se développer donc, sur elle-même, donc sur la rive droite de la Saône et au pied de la colline de la Croix-Rousse. Et à l'est, le Rhône forme une limite naturelle ainsi qu'une frontière. Très vite, Lyon a su faire de ces difficultés de véritables atouts. Aujourd'hui, celle-ci se trouve donc au centre d'un nœud ferroviaire et autoroutier. L'agglomération lyonnaise se présente actuellement comme un réel carrefour multimodal d'échelle européenne. Il est certain que aussi les divers équipements rassemblés à Lyon, comme dans bien d'autres agglomérations, sont le résultat d'une réflexion complexe, trouvant souvent ses origines dans l'immédiat d'après-guerre. Dès le milieu donc, du XIXe siècle, sous le poids donc, du développement industriel et du besoin d'infrastructures, les premières réflexions sur la localisation d'une ou plusieurs gares dans la ville de Lyon sont menées. Et après les premières expérimentations de lignes ferroviaires des frères Seguin entre Lyon et Saint-Étienne et l'installation d'une première gare temporaire, une gare est construite dans le quartier de Perrache en 1855.
Donc elle est positionnée de façon perpendiculaire aux deux fleuves. Elle fait ainsi donc la jonction entre les raccordements à Vèze et la gare des Brotteaux installée dès 1858. Elle se veut d'anticiper les échanges à venir avec la rive gauche de Lyon, en fort développement à l'époque, et avec la vallée du Rhône. Donc tournée vers le nord de la presqu'île, son orientation va condamner malheureusement assez rapidement le sud de la presqu'île à des activités industrielles ou logistiques et ne favorise pas donc le développement urbain de ce secteur. Son emplacement donc scelle l'organisation de ce quartier et la gare va subir évidemment plusieurs agrandissements au début du XXe siècle. Elle est connectée aux différentes lignes provenant des régions voisines. La gare Perrache et son quartier donc jouent encore une fois un rôle de carrefour important en période de paix évidemment et comme en période de guerre dans le premier XXe siècle. Parallèlement aussi, elle est également bien intégrée au système de transport en commun, notamment le réseau de tramway et d'omnibus qui dessert l'ensemble du territoire de Lyon et des communes voisines. Donc électrifiée, pour rappel, en 1950, elle poursuit donc son agrandissement, mais va conserver sa morphologie entre le cours Verdun et le cours Charlemagne. Lyon donc, va se moderniser rapidement et profondément bouleversée par une croissance démographique forte et des modifications importantes de son tissu urbain, notamment en raison de la circulation automobile dans le centre-ville. Donc c'est aussi suite au décès du maire Édouard Herriot en 1957 et donc l'élection par la suite de Louis Pradel qui va impulser vraiment une nouvelle ère à Lyon. Et donc le début de nouveaux chantiers emblématiques et modernes. Lorsque Louis Pradel arrive au pouvoir, je le rappelle, les caisses sont pleines en raison d'une politique d'économie menée par Édouard Herriot. Louis Pradel est donc bien décidé à faire bouger les choses et en raison du fait qu'il a été témoin pendant des années de l'immobilisme d'Édouard Herriot. Louis Pradel veut vraiment être en fait l'homme du changement et de la modernité. Et donc, pour se démarquer de son prédécesseur, il va s'évertuer à faire exactement l'inverse de ce que a fait Herriot pendant tout son mandat, c'est-à-dire vider les caisses et multiplier les réalisations. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, l'instauration de la Ve République, qui va jouer un rôle essentiel, parce qu'il y a une volonté vraiment d'accélérer, mais surtout de poursuivre l'effort d'équipement de la France et des Français, qui devient vraiment une priorité. Et je rappelle que cet effort a été évidemment commencé pendant la IVe République, mais a vraiment été accéléré pendant la Ve. Aussi, il faut préciser qu'il y a de nombreux changements au sein de l'administration, dont notamment ceux des ponts et chaussées. Alors que pendant de longues années, ils ont tardé à prendre en main l'aménagement autoroutier de la France, et ils vont enfin s'en occuper et ils vont réaliser des autoroutes et organisent un programme de 2000 km à ériger vraiment d'urgence entre 1960 et 1975. Ils prévoient donc la liaison entre Paris et Marseille et donc, vous l'avez deviné, passant par Lyon. Aussi, il faut préciser qu'au début de l'année 1966, grâce à Charles de Gaulle et sous l'impulsion aussi d'Edgar Pisani, la création du ministère de l'Équipement est faite, en raison de la fusion donc, entre le ministère des Travaux publics et des Transports avec le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. C'est une sorte de super ministère qui va voir le jour, avec à sa tête Edgar Pisani. Cette nouvelle administration est puissante et permet en fait de diriger efficacement les ingénieurs des ponts et chaussées, ce qui faisait défaut avant. Ainsi, de nombreuses réflexions sont portées sur la planification métropolitaine, et Lyon n'en fait pas exception. Il y a vraiment une ardente obligation du plan qui va vraiment changer la nature des relations entre les sphères politiques et économiques et l'État aussi par rapport à l'État central. Sur les questions et les concepts d'aménagement et de développement territorial. Ainsi, donc, les grandes métropoles françaises sont des lieux
de choix dans les investissements prioritaires de l'État pour cette, on peut le dire, cette frénésie planificatrice. C'est donc dans ce contexte que des réflexions vont être menées sur la gestion des flux et des problèmes de congestion à Lyon, qui deviennent vraiment importants à partir des années 1960. Et c'est aussi à l'heure du tout automobile et des grands chantiers autoroutiers, Lyon va s'imposer comme un carrefour stratégique du territoire national. C'est notamment avec l'arrivée de l'autoroute à l'ouest, donc A6, et au sud de l'A7, sur la presqu'île de Lyon, en 1971, qui va relancer les débats sur l'organisation de ce quartier emblématique autour donc, de la gare de Perrache. Et évidemment, ces modifications vont engendrer plusieurs ruptures par cette modernisation. Et pas seulement dans la presqu'île, évidemment, ça va aussi être le cas dans l'ensemble de la ville. Et maintenant, ces irrégularités, faut désormais les considérer comme fondatrices parce qu'elles sont impossibles à gommer, évidemment. Et donc, on voit l'irruption d'un nouveau paysage urbain et qui modifie l'entièreté de la physionomie de la ville. Ainsi, c'est l'atelier René Gagès qui est alors missionné pour mener une étude permettant de mieux coordonner et organiser les flux ferroviaires, routiers et autoroutiers autour de cet espace stratégique. Donc maintenant, on va rentrer dans le dur, on va vraiment parler du centre d'échange et de son projet, notamment de sa théorisation, financement et construction. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est dans ce contexte que René Gagès et son équipe, notamment Guy Vandera et Jacques Rey, qui vont imaginer une vaste plateforme d'échange et de correspondance qui va être organisée autour d'un bâtiment central au cœur du quartier de Perrache. Ce projet de centre d'échange de Perrache prend aussi l'appui sur des travaux de théoriciens britanniques et japonais qui sont très en avance sur leur temps à cette époque en termes d'architecture et de composition urbaine. Et ils sont basés sur les principes et concepts innovants d'intermodalité et d'interconnexion. L'échangeur de Perrache est le premier projet multimodal, en quelque sorte, au monde de cette ampleur qui voit le jour. Par cela, il est donc nécessaire de se pencher sur l'expertise mobilisée pour le pôle d'échange, étant donné qu'une évolution notable s'y fait ressentir. Évidemment que l'État et les ponts et chaussées sont extrêmement présents dans ce projet, mais ils seront très rapidement débordés. C'est pourquoi de nouvelles structures institutionnelles, créées donc fraîchement, vont saisir l'occasion de se développer et de montrer leur capacité d'action et leurs expertises. Je fais notamment allusion au rôle de Lyon Parc Auto, de la communauté urbaine de Lyon et de la CEMALI. Donc, comme je vous l'ai dit, ces structures vont jouer un rôle primordial dans la formation du projet. Et il est aussi nécessaire d'attirer notre attention sur le fait que lors du début des années 70, notamment pendant les toutes premières études, la traversée du cours de Verdun est vraiment un passage obligé pour réaliser la jonction entre la 6 et la 7. L'expertise de l'État et des ingénieurs des ponts et chaussées est donc aussi rapidement soutenue et secondée par l'ingénierie locale en raison donc, de la complexité du projet. Et c'est aussi ces difficultés qui feront naître des réelles innovations urbaines. Les recherches théoriques de l'atelier René Gagès s'imposent par leur importance. Le centre d'échange provient d'études urbaines théoriques sur la multimodalité, les flux, les dynamiques et l'intermodalité, comme je vous l'ai dit. Et ceci s'est théorisé à la fin des années 60. Ces études sont grandement inspirées aussi du courant architectural des méga-structuralistes, naissant donc ici à la fin des années 50. Je vous rappelle aussi que, je préfère insister dessus, que l'architecture d'un pôle d'échange n'existait pas à cette époque et est vraiment construit. C'est une architecture d'un lieu d'articulation des réseaux visant donc à faciliter les pratiques intermodales entre les divers modes de transport. Aussi, j'aimerais aborder le point du financement qui est assez délicat parce qu'il est au centre des difficultés entre les relations entre le pouvoir local et le pouvoir central.
il y a vraiment une tutelle technique de l'État sur les collectivités locales qui va donc souligner cet enjeu. C'est un aspect vraiment décisif et qui montre vraiment cette dépendance du pouvoir municipal face au pouvoir central. J'appuie sur le fait que la réalisation des équipements des communes est amplement aussi sous l'emprise de l'approbation de l'État, puisqu'il en assure une grande partie de son financement. Finalement, c'est la décision ministérielle du ministère donc, de l'équipement du 20 juillet 1973 qui consent à l'avant-projet sommaire du pôle d'échange de la gare de Perrache. Donc celle-ci, je vais vous donner quelques chiffres. La répartition financière donc, de son aménagement est répartie ainsi. Pour la voirie routière, est pris en charge à 50% par l'État, 25% par la Courlie et 25% pour le département du Rhône. Au niveau de la voirie donc, locale, la répartition des dépenses se fait de cette manière, c'est 60% par la Courlie et 40% par l'État. Aussi, à noter que le reste de l'ouvrage est pris en charge par la Courlie. Et je rappelle aussi que, évidemment, la Courlie bénéficie des aides de l'État, de la ville de Lyon et de la SERL. Il est évidemment certain qu'aucun grand équipement communal peut se créer sans le prêt des établissements de crédit ou sans les subventions de l'État. Donc l'administration centrale tient en quelque sorte les rênes et peut contrôler étroitement la construction des équipements locaux à cette époque. L'opération du centre d'échange et les principales décisions financières sont à la charge donc, de la communauté urbaine de Lyon et sont prises donc, au début des années 70. La politique urbaine est antérieure donc, à la création de la communauté urbaine de Lyon. Et c'est donc cette communauté urbaine de Lyon qui va avoir recours à une nouveauté institutionnelle des années 60, les sociétés d'économie mixte. Elles vont être vraiment déterminantes dans la réalisation des grands projets d'aménagement urbain à Lyon, notamment pour le tunnel de Fourvière et le centre d'échange. Ici, c'est la société Lyon-Parc Auto, donc une société d'économistes qui va donc avoir ce rôle capital pour le centre d'échange de Perrache. La communauté urbaine de Lyon confie à Lyon-Parc Auto donc, la concession des parkings de l'échangeur et de la coordination de l'opération pour donc, des raisons administratives et financières. C'est pourquoi Lyon-Parc Auto devient le maître d'ouvrage délégué et va acquérir la maîtrise entière du projet en le dirigeant par ses propres moyens financiers, techniques et administratifs. Aussi, il faut préciser que le maître d'œuvre désigné est bien évidemment le cabinet de René Gagès, en association avec à la direction départementale du Rhône. Ils ont à leur disposition un bureau d'études et il est évident que Lyon-Parc Auto apparaît comme autonome au niveau des parkings de l'opération dont elle est concessionnaire. Néanmoins, pour le reste, l'ensemble du centre d'échange de Perrache, donc Lyon-Parc Auto, agit en tant que mandataire de la communauté urbaine de Lyon. Aussi, j'aimerais revenir sur un autre point. Les approbations techniques, les décisions et le financement du centre d'échange sont aussi intimement reliés à un autre projet, le tunnel de Fourvière. La construction et la réalisation du tunnel avançant à bon rythme, on va dire, il y a cette nécessité de trouver immédiatement des solutions opérationnelles et financières, puisque, en quelque sorte, le centre d'échange, on peut en quelque sorte le dire, provient du tunnel de Fourvière. Et du coup, cette précipitation va induire donc une progression assez hasardeuse du projet qui va impacter évidemment le financement et les prises de décision. Tout est décidé dans la précipitation et ce n'est pas une bonne chose. Et les critiques et les remarques n'interviennent donc qu'après les prises de décision majeures. C'est pourquoi je dis que le centre d'échange semble en quelque sorte être la conséquence du tunnel de Fourvière, lui-même issu de l'implantation des autoroutes dans la ville. Comme je l'ai dit plus tôt, j'appuie aussi sur le fait que la création du centre d'échange de Lyon-Perrache est aussi portée par un consortium d'acteurs réunissant une équipe vraiment pluridisciplinaire
pluridisciplinaire de René Gagès et ses collègues aux différents services de l'État et de la ville de Lyon, donc jusqu'aux aussi aux acteurs des transports. Les travaux débutent au milieu des années 1970, donc pour construire un ouvrage de 250 mètres de long pour 60 mètres de large. Il atteint donc 37 mètres de hauteur dans sa partie centrale et 20 au niveau des jardins. Je vais vous faire une petite description technique par rapport où se trouvent les différents dispositifs. Donc, au niveau -1, il y a le trafic autoroutier. Donc. Le niveau 0 accueille le métro et le tramway et des éléments de transit autoroutier. Donc, le niveau 1 est une immense salle de transit entre les différents transports et le niveau 2 est un mail piétonnier permettant donc de rejoindre la gare et les différents étages. Le chantier débute donc en 1972, un an donc après l'inauguration de l'autoroute Paris-Marseille traversant Lyon. Il prend corps en différentes étapes et est marqué par l'utilisation donc de matériaux bruts et des codes de l'architecture moderne, accueillant au cœur du bâtiment principal un vaste lustre, l'un des plus grands donc, lustres au monde. Normalement, vous pouvez le voir sur la photo. Le centre d'échange de Perrache marque dès lors en fait, le paysage de l'urbanisme lyonnais pour plusieurs décennies, donc jusqu'à aujourd'hui. Et ce projet s'organise vraiment comme un lieu d'articulation des réseaux qui veut vraiment faciliter les pratiques intermodales entre les différents modes de transport. Et donc cette réalisation est vraiment structurée autour d'un vaste bâtiment reliant la gare via 2 ascenseurs monumentaux. Et le centre d'échange est traversé dans sa partie inférieure donc par l'autoroute A7 qui pénètre ainsi dans la ville et rejoint le sud de la presqu'île en permettant des points de connexion avec le trafic local. Et d'ailleurs, c'était une des volontés de Louis Pradel comme les grandes autoroutes américaines. Aussi, au-delà des interconnexions qu'il permet entre les modes de transport complémentaires, donc bus, tramway, métropolitain, taxi, etc., le centre d'échange assure vraiment une fonction urbaine par l'insertion de la gare dans son environnement. Il permet d'offrir différentes activités, donc commerce, services et les agréments comme les jardins suspendus, dont l'approche est extrêmement novatrice pour l'époque et va vraiment redessiner complètement l'organisation urbaine de la presqu'île lyonnaise. Donc l'ouvrage est inauguré en 1976 et s'impose alors dans le paysage lyonnais et joue le rôle de plateforme de gestion des flux. Donc, dès son ouverture, il est aussi relié au réseau de transport en commun, que ce soit le métro A dès son ouverture en 1978 ou aux lignes de bus avec la proche banlieue qui ont été vraiment un point d'ancrage au rez-de-chaussée du centre d'échange. Au début des années 1980, la gare de Perrache profite des flux ferroviaires supplémentaires, donc avec l'arrivée des TGV, et qui est vraiment un binôme indispensable de la gare de Pardieu pour accueillir les lignes de train à grande vitesse. Puis, au cours des années 2000, ce sont les nouvelles lignes de tramway qui se sont également raccordées au sud de la presqu'île, venant donc parachever ce nœud de communication structuré donc, autour de ce bâtiment. On va passer à notre troisième partie. Donc, est-ce qu'il faut détruire le centre d'échange de Perrache? Emblème donc du fonctionnalisme architectural et du brutalisme lyonnais, le centre d'échange de Perrache devient l'un des symboles donc, de l'urbanisme de Dalle, typique des années 1960 et 1970. Il est rapidement décrié dans les années qui suivent sa réalisation. Des critiques émergent, que ce soit en termes de composition urbaine ou en termes d'usage et de pratique de déplacement. Je le rappelle que le quartier de Perrache est victime de son succès, notamment en matière de fréquentation autoroutière et de flux de transport. Et cet édifice a tendance à renforcer évidemment la coupure urbaine entre le nord et le sud de la presqu'île. Et les espaces collectifs imaginés pour les habitants du quartier sont peu mis en valeur et utilisés, à l'image des jardins suspendus et des espaces commerciaux du premier étage du bâtiment qui sont assez précocement abandonnés et désertés. Donc, dans l'imaginaire collectif, que ce soit pour les usagers quotidiens comme vous et moi, ou pour les touristes qui empruntent l'autoroute du Soleil,
le bâtiment de René Gagès marque largement les esprits donc, par sa monumentalité. Et il bénéficie alors progressivement d'un déficit d'image qui renforce une dépréciation de ce haut lieu du fonctionnalisme urbain des années 1970. Ceci s'ajoute aussi au fait que la destruction du cours Verdun a fait couler beaucoup d'encre et a vraiment provoqué l'indignation. Elle a été unanimement critiquée par tous les détraqueurs du projet et ces derniers rêvent de retrouver leur cours Verdun. D'ailleurs, ils le racontent, ils le décrivent et surtout ils le comptent. Il existe vraiment un réel fantasme et un imaginaire autour de cet ancien cours de Verdun. Et d'ailleurs, il est possible d'interpréter les querelles à propos du centre d'échange de Perrache et de la destruction du cours Verdun du point de vue des mémoires. Le fait que ces conflits soient d'une grande intensité tient notamment aussi à leur dimension affective, il ne faut pas l'oublier. Et aussi, il ne faut pas négliger l'aspect politique que ces souvenirs ont, que, on peut dire, la légende du cours Verdun peut avoir. En soi, les discours sont manipulés et utilisés pour ou contre une cause. C'est pourquoi, à juste titre, André Béal, un des acteurs du projet, dit que les Lyonnais, bon, ils perdent la mémoire. L'expérience passée, en fait, va donner naissance à une nostalgie d'avant le centre d'échange. Il y a beaucoup de Lyonnais qui disaient oh, on nous a massacré le cours Verdun, c'était un lieu idyllique où les mamans étaient en train de jouer avec leurs landaux, il y avait des cirques, des fêtes foraines, etc. Pourtant, pour moi, ce lieu idyllique a disparu en fait depuis au moins les années 50, c'est-à-dire depuis la construction de la gare routière. Donc, la gare routière était sur le cours de Verdun, je le rappelle, et les Lyonnais de l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, ont associé le massacre du cours Verdun au nouveau bâtiment de René Gagès. Ce qui n'a pas lieu d'être vraiment quand on se penche sur des faits factuels et datés. Il y a, en quelque sorte, on peut le dire, une omission collective. Les Lyonnais et certaines d'autres, j'imagine, fantasment vraiment une époque révolue depuis bien longtemps, avant ce fameux massacre. Ce n'est donc pas spécialement la faute du pôle d'échange, mais il faut bien un mouton noir qui soit désigné. L'ouvrage de René Gagès est donc en quelque sorte malade de son passé. En plus, j'aimerais préciser, enfin on y reviendra après, que sans l'échangeur, le cours Verdun serait vraiment une inextricable surface d'échange au bord vraiment de l'asphyxie. Aussi, ce massacre, ces contes par rapport au cours Verdun, permet d'identifier aussi les différents acteurs et les institutions qui en sont porteurs. Évidemment, à travers ça, on peut voir les perceptions, les positions et les conceptions des uns et des autres vis-à-vis d'un bâtiment comme celui de l'échangeur de Perrache. Aussi, la perspective romantique des années 30 avec ses promenades et ses cirques, donc symbolique de l'imaginaire lyonnais, dérive vers une vision tout autre. Les véhicules encombrent le sol par des multiples bus, cars et taxis et voitures. Et donc, au centre de ce flot motorisé incessant, on y retrouve donc la place Carnot. En dehors de ça, il est vrai que les Lyonnais ne manquent pas d'imagination pour commenter le centre d'échange de Perrache. En cela, ils adorent le détester. Et il y a d'autres raisons à cette hostilité, évidemment. La mauvaise réputation du lieu et ceux qui l'entourent a plusieurs causes. La principale étant l'objet architectural lui-même. Le parti pris de René Gagès par rapport au brutalisme devient vraiment un synonyme dans les imaginaires de privation, d'insécurité et de frustration. Il y a vraiment le passage d'une architecture de béton brut, comme on peut le voir avec Le Corbusier à Marseille, à une architecture brutale. D'ailleurs, André Grumel, un habitant du quartier de Perrache, écrit que ces voûtes ont constitué autant une barrière physique que psychologique, reléguant au rang de malfamé le quartier se situant au nord des voûtes. Il fallait même éviter de s'y rendre. Donc le tout pour l'utilité et le fonctionnel crée, en quelque sorte, on peut le dire, une machine inquiétante et lugubre, annihilant tout ce qui est humain et chaleureux et accueillant. Aussi, la presse va accentuer cette idée d'un endroit peu fréquentable et dangereux.
Et aussi, on peut noter que cette crainte peut s'analyser comme une peur du changement, une inquiétude face à la modernité et un certain dédain pour les nouvelles technologies. Le centre d'échange symbolise vraiment la modernité et l'évolution dont certaines valeurs commençaient à être rejetées, notamment en raison de la première crise pétrolière. Et c'est vraiment révélateur d'une évolution sinistre pour la société des années 70, puisque ce sont les valeurs de la modernité qui sont à la base de la conception du centre d'échange. Mais aussi, il faut revenir sur le fait que ce dédain vient aussi en partie des dégradations du bâtiment. Et je le rappelle, le brutalisme souvent a fait émergence dans un contexte de reconstruction accélérée, amenant donc parfois à une qualité moindre. Le manque d'entretien de qualité et de sécurité se ressent dans l'aménagement du lieu. Les équipements modernes tombent donc souvent en panne, je pense que vous l'avez vu avec les escalators ces dernières années, mais je crois qu'ils vont être supprimés. C'est fait. Et aussi, les espaces verts, donc les jardins suspendus, tombent en ruine et se transforment en terrain vague. Et il est vrai, peut être un endroit d'accueil pour un public qui peut être considéré comme indésirable. Aussi, j'aimerais revenir sur l'éclairage sous les voûtes, qui est précaire, voire inexistant, même encore aujourd'hui à certains endroits. Et ces tunnels piétons sont noirs, étroits et sales, et n'aident pas donc à donner une image positive. Ils sont même souvent appelés des tunnels coupe-gorge. Évidemment, il faut être juste par rapport à ça. Plusieurs de ces problèmes ne sont pas tous le propre du centre d'échange de Perrache. Il n'est pas rare qu'un quartier contenant une gare ou un équipement équivalent soit de mauvaise réputation. Les critiques se concentrent aussi, il faut le dire, sur l'intransigeance de sa conception et le cadre de vie déprimant qu'il peut créer. Les Lyonnais accusent, le bâtiment défigure la ville. Il a aussi été donc souvent annoncé avec vigueur que la destruction du centre d'échange de Perrache allait être entamée. C'est le cas notamment de Michel Noir, maire de Lyon de 1989 à 1995, il me semble, qui veut donc sa destruction et parle de la réalisation comme la connerie du siècle. Le centre d'échange revient sur les devants de la scène publique lyonnaise, devenant vraiment un leitmotiv pour les politiques. D'ailleurs, Libération écrit en 1987, Louis Pradel l'a voulu, Francis Collomb l'a supporté, Michel Noir a fait mine de vouloir s'en débarrasser, et Raymond Barre décide de le raser. Pour moi, cette citation révèle parfaitement que l'objet architectural se fait objet en fait politique et polémique. Et l'évocation de la possibilité d'une suppression du centre d'échange n'a été souvent qu'une procédure démagogique et politique. C'est un moyen de flatter les masses pour gagner et exploiter leurs adhésions. Et cette proposition est abondamment utilisée par les candidats à la mairie de Lyon de l'époque, et même encore aujourd'hui, l'idée est parfois évoquée par certains. Ainsi, cet intérêt et cette motivation pour cette démolition s'avère largement déterminée donc, par les caractéristiques des publics ciblés. Aussi, plusieurs éléments peuvent venir distendre le lien entre les promesses faites et les politiques de mise en œuvre. Ceci résulte en particulier de l'inertie des choix intérieurs, des experts et les réseaux de bureaucrates, les chocs externes et d'autres acteurs tels que les gouvernants, qui ne sont évidemment pas des professionnels de l'urbanisme, et ils sont plus en compétition électorale que pour les politiques publiques. Alors il n'y a pas vraiment, on peut le dire, de fondement utile et possible à cette destruction. La perception du centre d'échange ne semble d'ailleurs pas avoir réellement évolué depuis sa construction, et les arguments restent souvent les mêmes et veulent absolument sa destruction. Il amochit le quartier et ne lui rend pas service. D'ailleurs, j'aimerais préciser qu'il est relativement plus simple de voir les nuisances et les inconvénients sur un environnement direct que les percevoir dans sa globalité, dont les services rendus, par exemple, quotidiennement à l'agglomération lyonnaise. Et les effets positifs in situ ne sont pas forcément perceptibles directement. Néanmoins, on va quand même s'imaginer qu'est-ce qui serait sans le centre d'échange de Perrache. En outre, la question de la destruction de l'ouvrage est restée impossible pendant de longues années. En effet, même si Raymond Barre l'envisage, ou une autre personne le veut, personne ne le peut réellement jusqu'en 2006. Le centre d'échange de Perrache n'est modifiable qu'avec l'accord du propriétaire de l'œuvre, donc René Gagès.
Ce dernier le rappelle dans Lyon Matin. Et ceci souligne bien que la destruction du centre d'échange de Perrache a été longtemps de simples promesses, même si certains, comme Raymond Barre, ont entamé un processus dans ce sens. Mais aussi, j'aimerais préciser que René Gagès n'est pas fermé au changement. L'ouvrage doit aussi s'adapter aux usages et à son temps. Ce fut d'ailleurs le cas pour le tramway. Son installation a nécessité des travaux qui percent une partie de l'ouvrage et René Gagès s'opposait seulement à des modifications inutiles qui ne desservent pas l'ouvrage et ses fonctions. Il est donc finalement destiné à évoluer pour servir au mieux la ville et les populations. Bien entendu, aujourd'hui, les promesses d'une destruction sont plus ou moins réalisables, notamment du fait que nous sommes après 2006 et donc le délai d'autorisation n'est plus à l'ordre du jour et que René Gagès est maintenant décédé en 2008. Aussi, j'aimerais préciser que si le tunnel de Fourvière et la gare de Perrache sont maintenus, alors il faudrait qu'un centre de soit donc envisagé si la destruction est voulue. Et donc sûrement peut-être un autre centre d'échange sera reconstruit ou une structure à peu près similaire. Et évidemment, il ne suffit pas de construire une nouvelle infrastructure autoroutière. En fait, cet argument de reconstruire, etc., affirme aussi qu'un contournement autoroutier seul peut suffire et que le centre d'échange n'est pas vraiment une nécessité. Et évidemment, cette analyse aurait besoin de données techniques précises, puisque selon les chiffres actuels, le traitement, par exemple, du cours Verdun en tant que boulevard urbain boisé ne fonctionnerait sûrement pas. Il apparaît clairement que les flux autoroutiers massifs, donc internes à l'agglomération, ne pourront pas être absorbés complètement. Ajoutons aussi qu'une nouvelle infrastructure ne va pas forcément aussi répondre aux besoins des automobilistes en matière de destination et d'origine. J'aimerais revenir aussi sur les arguments qui accusent le pôle d'échange d'être à l'origine ou de participer activement aux encombrements routiers, notamment du bouchon de Fourvière. Ce n'est pas vraiment l'ouvrage qui a créé d'ailleurs ce déséquilibre et ces difficultés routières. Ces dernières tiennent plutôt, on va dire, à la non-réalisation complète des infrastructures prévues. Lorsque le bâtiment est dessiné, la direction de l'équipement et la direction de l'aménagement foncier se sont engagées sur le fait d'enlever le transit nord-sud national et international dans quelques années, donc après 1976. Et ceci serait permis donc par un contournement construit donc à l'ouest de Lyon. Précisons que l'échangeur et le tunnel de Fourvière ont été premièrement prévus vraiment comme des outils pour les Lyonnais et non pour tous. Lorsque René Gagès, d'ailleurs, en 1976-1977, décide d'entreprendre des discussions à ce propos, il se rend compte que rien n'est prévu et ne le sera véritablement. Il ajoute aussi, il appuie sa demande sur le fait qu'il y aura un déferlement urbain à l'ouest et que ce sera difficile de construire à l'ouest puisque évidemment les villes s'étendent et voilà. Mais ça n'a pas suffi à convaincre les administrations et nous en sommes là aujourd'hui. Aussi, un autre argument souvent avancé pour la démolition et la volonté de redonner une place aux piétons. Cela paraît pour moi quand même assez incongru lorsque on connaît les attributs fonctionnels donnés pour en fait la primauté de l'espace piéton. Les détracteurs du projet veulent revoir les niveaux de passage des piétons et les rétablir au niveau du sol. Aussi, il ne faut pas oublier l'extrême complexité de cette construction et des différents éléments imbriqués entre eux. Les diverses fonctions sont fusionnées entre elles, donc elles sont proches, et il paraît plutôt inimaginable et, on peut le dire, fantasmagorique de démonter un ouvrage conçu en plusieurs strates formant un tout. Et si la destruction est envisagée, il deviendra spécifiquement compliqué de réussir à reconstituer une telle proximité des moyens de transport. Le constat est en quelque sorte clair, le cours Verdun devient alors un boulevard, donc deviendrait sûrement un boulevard à 2 ou 3 voies,
donc coupant de manière encore plus singulière l'espace que le centre d'échange actuellement. Aussi, si la station de métro se retrouve enterrée, la gare routière ne peut plus vraiment se positionner où elle était, puisqu'elle peut du coup se retrouver qu'à 2 endroits. Donc au nord, donc, des nouvelles voies routières, proches de la ville, mais malheureusement loin de la gare. Et donc les riverains auront affaire à des nuisances démultipliées et un risque accru pour les piétons, notamment pour faire leur correspondance en métro ou en train. Et sinon, ce serait au sud, mais donc loin de la ville, mais proche de la gare, et l'espace serait sûrement extrêmement contraignant et relativement peu fonctionnel en raison du flux de piétons qui interférerait avec les trajectoires des bus et autocars. Et aussi, la position du tramway semble incertaine, et la seule solution qu'on peut voir, ce serait l'enterrement de celui-ci, étant donné que les lignes de tramway ne doivent pas bousculer et interférer avec un boulevard urbain très circulé. Aussi, il faut considérer que cette destruction n'est peut-être pas possible, puisque l'un des plus grands défauts de l'édifice est sa masse globale. En effet, cette masse permet d'assurer une certaine stabilité, c'est-à-dire qu'en fait, chaque structure émergeant du sol contribue par sa masse à empêcher de remonter en raison de la poussée d'Archimède exercée par la nappe phréatique plus bas. Alors, une démolition qui, même si partielle ou phasée, est sérieusement délicate, peut être impossible, chacun des éléments est vraiment nécessaire au maintien des autres. Et les éléments de structure et de fonction, comme je l'ai dit, sont interdépendants et interagissent entre eux. Par exemple, les ailes du centre d'échange laissent le tout et permettent de faire en fait un contrepoids à la pression des eaux. Et donc, il est complexe d'imaginer la destruction d'un tel ouvrage, surtout s'il se réalise en une seule fois. Et aussi, il faudrait préciser que cette destruction aurait un impact sur les déplacements dans l'agglomération, et ce sera assurément immense. Et donc, nous pouvons, je suppose plutôt que, étant donné le volume du centre d'échange, sa destruction prendrait minimum au moins 2 ans. Et je compte la destruction, le déblaiement, le remblaiement et la reconstruction du métro et du tramway. Et donc aussi l'aménagement du boulevard urbain et de la gare routière. Et en fait, qui pendant ces travaux va gérer les flux de l'agglomération. Donc en quelque sorte, qu'il soit aimé ou détesté, l'ouvrage a encore un long avenir devant lui. Ce n'est pas sûrement un pur hasard si sa rénovation est engagée aujourd'hui. Et à défaut de pouvoir le raser, essayer de lui donner un entretien et un soin particulier pourrait redorer son image. Et c'est dans ce contexte que la première phase d'Ouvron-Perrage a été lancée en 2017, donc pour aborder vraiment ce territoire sur un regard nouveau. Pour conclure cette conférence, j'aimerais parler de ce qu'il en est maintenant et vraiment vous présenter les grandes lignes du projet Ouvron-Perrage et voir vraiment les nouvelles problématiques qui le traversent aujourd'hui. Donc, je vais vous faire un petit résumé. Le projet partenarial donc Ouvron-Perrage a pour ambition d'améliorer les circulations entre le nord et le sud de la presqu'île. Les objectifs premiers sont de faciliter la liaison nord-sud et offrir plus de confort aux usagers, donc surtout pour le mode doux, piétons et cyclistes, mais aussi la création d'un pavillon voyageurs au sud de la gare de Perrage, le réaménagement des voûtes, donc, surtout de la voûte ouest, donc entre la place Carnot et la place des Archives. Il y a aussi le prolongement du tram T2 et le réaménagement de la partie nord-ouest de la place Carnot. Et j'ai oublié aussi que le réaménagement de la place des Archives. Ainsi, le but est vraiment de créer un centre-ville unifié, parce que souvent, le centre d'échange a été accusé de scinder en deux la presqu'île. Le centre d'échange ne doit donc plus être un obstacle, mais vraiment offrir un réel lien pour les usagers. En cela, la circulation piétonne serait sûrement, et à mon avis, vu que la première phase a été finie, est plus fluide et agréable à l'intérieur et même à l'extérieur de l'ouvrage. Et donc ça amènerait à une meilleure intégration du pôle d'échange.
Aussi, j'aimerais revenir sur le fait, j'ai oublié de vous dire, que la concertation est largement utilisée et de façon réglementaire, parce que sous Louis Pradel, il était un peu autoritaire, on va dire. Il disait même que, j'ai plus les termes exacts, mais que les décisions, en fait, c'est lui et vous avez rien à dire, et voilà. Et donc, une mutation est vraiment engagée et devrait se poursuivre donc, dans la deuxième phase d'Ouvron-Perrache, je l'espère. Merci. Merci beaucoup pour cette conférence très riche, très illustrée, qui présente plein d'aspects historiques, contemporains, plein d'enjeux, plein de questionnements sur un objet qui fait effectivement beaucoup débat dans la ville de Lyon depuis très très longtemps. Et donc qui a subi aussi quelques évolutions, et donc on est en pleine réflexion sur la suite de ce projet. Merci beaucoup pour cette conférence qui était une première, et dans un contexte aussi difficile avec le masque, avec les enjeux sanitaires. Donc bravo pour cette conférence. Merci. Et j'imagine que il y a pas mal de questions, pas mal de personnes intéressées. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui viennent aussi du monde de l'architecture, d'après ce que j'ai vu dans les personnes. Donc j'imagine qu'il y a des questions. On va faire circuler un micro et on va laisser un micro de ce côté. Donc n'hésitez pas à lever la main pour ceux qui ont des questions. Donc moi, je voudrais faire une petite remarque. Oui. Je pense qu'il y a eu énormément quand même d'évolution sur ce centre d'échange. Parce que je me rappelle, moi j'ai pas connu l'avant, je ne peux pas avoir la nostalgie du cours de Verdun, j'ai jamais connu. J'ai jamais vraiment aimé ce lieu. Je me suis jamais senti bien. Je veux dire, il y a d'autres endroits à Lyon, on se sent bien. Le centre d'échange de Perrache, faut vraiment faut aimer, quoi. Voilà. Et puis je trouve que, juste une petite remarque, je trouve qu'il y a le problème, c'est le rapport avec l'extérieur. Voilà. Une chose que vous n'avez pas trop parlé, c'est que Louis Pradel, moi je sais pas, j'ai fait quelques recherches sur des documents un petit peu anciens. Ça avait l'air d'être quand même un fou furieux, parce qu'il y avait... il y avait un projet de faire à peu près de couvrir Lyon, la ville de Lyon, je veux dire même à l'intérieur même du périphérique, d'une quinzaine de voies autoroutières. Oui, oui, tout à fait. Mais je veux dire, à un moment donné, je pense qu'heureusement, je sais pas, ça s'est arrêté, parce que je sais pas à quoi ressemblerait la ville, si on avait tout fait sur ce modèle-là. Je voulais juste quand même revenir à une chose, c'est que dans les années 80, je me rappelle, la gare de routière de Perrache accueillait énormément de lignes d'autocars interurbains. Il y en avait, il y en avait au moins une trentaine de lignes qui arrivaient. Aujourd'hui, je viens de regarder, là, je crois qu'il y en a 0. Je ne sais même pas s'il y a peut-être 2, 3. Donc parce que la plupart des lignes ont été reportées. La plupart des lignes ont été reportées avec le prolongement du métro à Gorge-de-Loup, à Gare d'Oulin. Beaucoup de lignes ne rentrent plus, les lignes de cars interurbains ne rentrent plus dans Lyon. On les a remplacées par les cars Macron. Oui. Moi, j'ai été voir, c'est des cars Macron, mais les cars Macron, on peut vraiment les mettre ailleurs. Mais il y a beaucoup de lignes qui ont disparu. Aujourd'hui, la gare routière, je pense qu'elle a quand même perdu un peu de son intérêt, parce que la gare routière, je viens de regarder, elle accueille 10 lignes de bus urbaines et 2 ou 3 lignes interurbaines. J'enlève les cars Macron. Pour moi, ça n'a rien à voir. Après, le centre d'échange de Perrache, c'est pas seulement les cars et Macro, etc. C'est aussi beaucoup le métro, le tramway. C'est aussi pour coordonner les flux. Aussi, il y a les trémies aussi. Il y a l'autoroute qui est traitée. Une station de métro. Oui, tout à fait. Une station de métro, quoi. C'est une station. C'est pas seulement une station de métro en soi. Il y a aussi le tramway. Parce que la gare de, par exemple, la Part-Dieu arrive à accueillir 8 lignes de bus urbaines, par exemple. Oui, mais c'est pas le même lieu aussi, c'est normal. D'accord. Non, c'est juste une remarque que je voulais faire. Oui, il n'y a pas de souci. Je vais passer le micro parce que je vais pas... Non, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense qu'il y a cet aspect-là, quoi, voilà. S'il y a d'autres questions.
Bonsoir et merci. J'ai eu travaillé avec la CEMALI il y a environ 20 ans. Et, ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est l'un des premiers, peut-être même le premier pôle multimodal au monde. Ensuite, c'était la première fois que de front, 4 bus arrivaient dans une gare, en associant évidemment tous les autres modes de transport. Il y avait aussi une technologie qui n'a pas marché très longtemps. C'était la première fois qu'on faisait une synchronisation des bus, des passages des bus à l'extérieur pour savoir anticiper l'heure à laquelle ils arriveraient à la gare. Ça n'a pas marché longtemps, mais c'était quand même une grande première mondiale. Et on m'a même dit que le pôle a été exactement fait en copie à Athènes. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'était quand même c'était quelque chose de peut-être trop ambitieux. Après, il y a un côté BTP, etc., qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais d'un point de vue logistique, c'était quelque chose de grandiose, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous le connaissez, le centre d'Athènes ? Vaguement, je vous avoue que je suis beaucoup sur Perrache, donc des fois c'est un peu difficile. Si, mais vaguement dans les archives, justement, où René Gagès dit non, il est décédé, mais voilà. Ça, par contre, je ne connais pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers qui venaient voir le centre d'échange de Perrache, beaucoup de Japonais. Excusez-moi, est-ce que je peux vous amener le micro si vous souhaitez poser des questions, mais comme ça, l'ensemble de la salle pourra entendre. Voilà, vous pouvez aussi éventuellement vous présenter. Ouais. Je vous donne la parole tout de suite, mais si vous voulez compléter votre question. Ah non, c'était pas une question, c'était juste une toute petite information. On n'entend pas. Mais en fait, derrière, Ah non, c'était juste, je cherchais l'info d'Athènes. Demandez à monsieur, parce que j'ai pas là ou je peux vous envoyer un mail si vous me donnez vos coordonnées. Pour savoir si vous les aviez trouvés ici. Non, je les ai pas sur moi, malheureusement. Non, ici, si vous ici, les aviez c'est-à-dire aux archives. Ah, aux archives municipales. Oui. C'est au centre Pompidou. D'accord. Merci. Alors, moi, je suis un survivant, je m'appelle Jacques Ray. Donc, c'est un travail intéressant, mais enfin, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut rappeler. D'abord, je n'étais pas un fou de Pradel, je vous le dis tout de suite, mais c'est pas Pradel qui a décidé. C'était la DDE, comme on disons, qui avait décidé de faire passer, de faire passer l'autoroute là. Pradel, on l'avait alléché en disant, comme ça, l'État va payer la moitié du tunnel. Et l'autre, bon. Mais ils ont vraiment réfléchi de savoir ce qu'allait s'y passer. Donc, avec l'équipe de Gagès, on a essayé de voir ce qui se passait réellement dans ce coin, notamment. C'était un lieu d'échange important. J'insiste, je ne veux pas prendre la parole trop longtemps, mais que l'idée du cours de Verdun, enfin du projet, c'est de traverser la gare par-dessus et justement de relier le nord et le sud. Alors, mais ça, c'est justement le premier projet qui n'a pas été accepté par la SNCF. Quand vous parlez de concept, c'est le concept de départ. Ensuite, ça a été bricolé parce que la SNCF a quasi refusé de discuter. Et le passage est devenu une espèce de couloir avec des vendeurs de journaux, disons des journaux. Bon, le concept n'a pas été adopté, donc je tiens à le préciser. Donc il reste un bout du projet initial et compte tenu ce que vous avez dit était intéressant, mais l'obstacle majeur, au-delà des voûtes, c'est l'arrivée de la gare de chemin de fer avec de l'autre côté des voûtes. Et je ne crois pas qu'on puisse suturer le nord et le sud uniquement par les voûtes. Alors, après, ça, c'est pas mon avis, hein. Oui. C'est l'avis des politiques actuelles. Et donc, l'idée, c'est de créer un événement urbain sur Perrache qui attire de part et d'autre. Donc, voilà, c'était l'idée de départ. Donc, ce qu'il en reste, c'est évidemment... Il y a une chose qui a été oubliée également qui est dans cette affaire, c'est qu'il y avait donc le centre la structure du centre a été travaillée avec Prouvé, Jean Prouvé, et c'était les Lacs. Et les Lacs, c'était le grand événement culturel de Lyon, une espèce de beaubourg lyonnais extrêmement important. Donc, il a eu son rôle. Voilà, donc... Après, vous comprendrez que j'ai pas pu tout aborder, ne prenez pas comme une critique. Hein. Oui. D'ailleurs,
Je suis un acteur, un des derniers survivants de cette affaire, et j'ai toujours défendu cette affaire. Alors, dernier point. On était à l'époque... D'abord, ce n'est pas du fonctionnalisme. Hein, c'est la première fois qu'on fait un urbanisme structurel et non pas fonctionnel. C'est-à-dire on considérait la ville comme un corps humain. C'était un peu comme Wright et autres. C'est-à-dire que c'était pas... c'était une première mutation du fonctionnalisme avec les mégastructures. Donc, alors, un petit détail mesquin. On avait une caserne à Lyon, qui était caserne qui se trouvait à la Part-Dieu. Et il y a un bout de terrain, si on faisait un centre d'affaires, ce serait bien. Pour imiter Paris, c'est toujours parfait. Et puis voilà, qu'on n'imagine pas une chose qui pourtant avait été imaginée au XIXe siècle, c'est de faire passer que la gare centrale de Lyon soit non pas à Perrache, mais disons où elle est actuellement, à la Part-Dieu. C'est-à-dire que, et là, il y a eu la première lutte urbaine. Les gens des Chers n'ont pas voulu esquinter leur beau paysage pour que le chemin de fer passe à l'ouest. Donc, ça a été le... Alors, et puis on n'a pas imaginé, à la Part-Dieu, on n'avait pas imaginé qu'il y aurait autre chose que des bâtiments qu'on avait un peu composés alors, de manière, disons, comment dire, fonctionnaliste, sans imaginer qu'il y avait une gare derrière. Donc on a tourné le dos à la gare. Alors, dernier point, parce que la croquis de René Gagès est ici tout à fait étonnant. Quand vous sortez, maintenant ça va peut-être s'arranger, j'imagine, hein, quand vous sortez disons, du bloc du supermarché de la Part-Dieu, vous voulez aller à la gare, vous vouliez, parce que maintenant il y a plein de travaux, il faut traverser les trams, aller en biais sur la gare. Moi je trouve que le croquis de Gagès montre que le rapport et l'effectivité des choses, disons à la place Carnot, est quand même beaucoup plus humaine, pour parler qu'humaine. Et deuxième point, derrière, d'avoir supprimé la redescente par l'arrière. Je n'ai pas compris pourquoi, je ne vois pas l'intérêt d'avoir supprimé la redescente, parce que ça ouvre la gare sur le nouveau quartier de Lyon. Et là, on a coupé, on a un peu... Alors que disons, le monument qui avec disons, les escaliers roulants soit à changer, mais de couper radicalement, ça ne me paraît pas très astucieux, mais bon, et donc c'est un concept, bon, donc j'imagine, je pense qu'il faut bien, alors votre exposé est intéressant, parce qu'il faut vraiment réfléchir le tout dans cette affaire, et les mutations qui nécessiteront pour modifier Perrache. Personne n'est contre cela. Je tiens à préciser en terminant, c'est que l'idée qui nous était venue à l'atelier Gagès, elle date de 67. Oui. Elle date de 67, alors que la DDE, j'aime bien la DDE, il s'appelait Rudeau à l'époque, le directeur de la DDE, c'était d'ailleurs bien, et il y avait un échangeur, parce qu'on voulait faire un contournement à l'ouest. Ça aurait été pas mal, hein, parce que les Allemands, ils sont en Allemagne, aucun des autoroutes ne rentre dans les villes. Et on s'était dit, alors on consultait Gagès, comme on consultait les architectes à l'époque, pour faire des belles barrières et des jolis paysages. Et avec mon ami Vandera et Gagès, on a dit, c'est pas ça du tout qu'il faut faire, il faut faire des ruptures de charge ici, pour que les voitures les bloquent et ne rentrent pas dans la ville. Donc, on a présenté ça à Rudeau, qui a trouvé ça très bien, parce qu'on n'avait pas répondu à la commande de la DDE, mais c'était un homme ouvert, et qui a trouvé ça très bien. Et c'est la raison pour laquelle il a demandé à Gagès de résoudre le problème, parce qu'on avait fait le problème de savoir qu'on avait fait débouler une autoroute sur un espace public sans réfléchir une seule seconde à ce qu'on allait y faire. Voilà, je parle avec passion, parce que à l'époque, j'avais 25 ans, donc on était passionnés. Merci. Merci. Ah, bonsoir. Bonsoir.
Oui, je m'appelle Peter, je m'installe à Lyon depuis 13 ans. Et ce centre d'échange m'a toujours fasciné, surtout les nombreuses fois que je traversais en voiture et j'arrivais complètement dans le mauvais endroit où je ne voulais pas être. Donc je voulais juste savoir, en fait, quelles étaient vos motivations personnelles pour étudier ce sujet particulier. Si vous avez des liens à Lyon toujours. Excusez-moi, vous pouvez parler juste un peu plus fort, j'ai pas pardon. pu bien entendre. Je voulais savoir quelles étaient vos motivations personnelles pour étudier ce sujet très particulier. Pour être honnête, moi je suis pas du 2e arrondissement, je suis du 6e. Et c'est vrai que comme vous, un peu, quand on arrive dans le centre d'échange, on est un peu fasciné. Et aussi, étant à Paris, j'ai fait mes études à Paris, j'ai toujours gardé une grande attache à Lyon. Et ça je me rappelle à l'époque quand j'avais, je sais plus, il y a 2 ans, donc à mes 20 ans, on va dire, je cherchais un sujet de mémoire et je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose sur Lyon. J'ai commencé à faire quelques recherches et je me souviens, j'ai vu quelques amis à moi et tout le temps on parle du centre d'échange de Perrache justement en mal et ça a commencé un peu à m'intriguer, etc. Et j'ai commencé à fouiller un peu en archives et j'en ai parlé à mon professeur. Et c'est comme ça que, en quelque sorte, j'ai été entraînée dedans. Et j'avoue que j'ai aussi, comme vous, une certaine fascination pour cet objet architectural. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Lina, je suis étudiante en art, notamment en illustration. Par contre, j'ai toujours très été intéressée par le patrimoine en général. Et en fait, ce que je trouve un peu dommage avec du coup la gare de Perrache, c'est notamment ces espaces verts, du coup les jardins aériens qui ont été abandonnés. Et du coup, est-ce qu'il y aura un projet avec Ouvrons Perrache, du coup de les réhabiliter ou du coup d'en faire un espace plus agréable afin d'attirer plus de commerce? Honnêtement, je me souviens que des discussions ont été entamées justement quand j'ai fait l'exposition pour la mairie du 2e arrondissement avec Raya Histoire. Je me souviens plus de son prénom, mais l'adjoint au maire parlait du fait de réhabiliter donc ces terrasses, ces jardins suspendus, peut-être en faire des terrasses avec des restaurants. Après, honnêtement, actuellement, je ne sais pas si quelque chose est entamé pour vraiment les réhabiliter. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que vraiment, il y a eu vraiment c'était vraiment novateur parce que justement, pour que le terreau pour les plantes soit mise, c'était un terreau tout à fait spécial qui était très léger. Et je trouve ça assez dommage. Il y a aussi cette façade végétale qui est tombée en ruine et qui a été remis à jour, mais ça a coûté une fortune parce qu'on n'entretient pas et du coup ça tombe en ruine. Voilà. À la télé Gagès, on a toujours travaillé avec des artistes. Et un artiste qui était au cœur du dispositif, c'est Jean-Pierre Vincent et son lustre. Oui. Et je crois qu'il y a un enjeu de sauver ce lustre. Merveilleux. Et Gagès avait été formé, disons, autour de la galerie Marcel Michaud. Il s'était lié d'amitié avec des artistes, dont Jean-Pierre Vincent, extraordinaire personnage. Il est merveilleux. Et pour, disons, la toiture de jardin, c'était extraordinaire, était liée au fait qu'il se passe quelque chose au milieu. À partir du moment où il ne s'est plus rien passé, c'est devenu un endroit sombre. Il y a un petit truc qui est assez rigolo. J'avais été interviewé par TLM à l'époque. C'est des jardins, disons, urbains. Déjà, à partager, c'était au moins un espoir. J'espère qu'il n'a pas disparu. Oui, il y en a encore. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai juste une réflexion, c'est que je pense que les politiques ont abandonné le centre d'échange
Et comme ils avaient décidé plus ou moins de le détruire, ils n'entretenaient plus, ce qui l'a rendu complètement obsolète dans les années 2000, et ce qui explique pourquoi il est dans cet état-là aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. C'est vraiment une politique qui a été... Et vous en parlez d'ailleurs au moment où Raymond Barre, je sais qu'il y avait même une expo du temps de Raymond Barre, où on montrait Perrache, où le centre a été supprimé. Et je pense que quand on veut détruire un bâtiment, on ne l'entretient plus, ce qui explique pourquoi ces terrasses qui sont superbes sont en mauvais état, ce qui explique aussi la zone ELAC qui a été abandonnée. Oui, qui a disparu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut tout refaire à zéro et c'est un gros travail. Voilà. Merci. Oui, bonsoir. Je suis maquettiste. J'ai fait toutes les maquettes de ce centre et avec des relations amicales avec René Gagès. Et il y a une information qui, lorsque l'équipe Merlot avec Raymond Barre a voulu restructurer toute la presqu'île de Lyon, on nous a demandé de faire une maquette en supprimant le centre d'échange. Cette maquette, on l'a faite, c'est une grande maquette comme la première. Elle a disparu, je ne sais pas où elle est, et elle n'a jamais été montrée au public. Mais là, il y avait quand même une volonté concrète. Alors, qui l'a conçue après je ne sais pas ce qui s'est passé après. Merci, c'est intéressant. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai un souvenir ému, en fait, de l'ELAC que mentionnait M. Ray. L'ELAC, c'est Espace Lyonnais d'art contemporain. C'est ça. Et il y avait plein de choses, une grande vie, beaucoup d'intérêt, à la fin des années 70, début des années 80. Puis après, il y a eu le musée d'art contemporain qui s'est créé. Mais c'était un lieu important où se croisaient les punks, beaucoup. C'était un lieu très vivant. D'ailleurs, il y a vraiment un manque d'archives à propos de l'ELAC. J'ai trouvé voir aucune photo de cet espace. Donc, si vous avez... Quelques traces, je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Il faudrait peut-être demander à un autre Ray, Georges Ray, par exemple, s'il y a des traces visuelles, des vidéos, des choses. Moi, j'en ai pas tellement, non. Autre chose qui est importante, c'est on a l'impression de dire c'est le centre d'échange qui pose problème. En fait, ce qui pose problème, c'est quand même plutôt l'autoroute. Oui, bah c'est ça. C'est ça. C'est tout, quoi. C'est tout. C'est tout simplement. Et ce que dit M. Ray là est remarquable, c'est que c'était un projet qui datait d'avant l'autoroute. C'était un projet qui était de lier, de relier. Et là, c'est un projet qui surplombe une tranchée, une monstruosité. Oui. Donc maintenant, les nouveaux projets qui s'inscrivent de transformer cette autoroute en boulevard urbain apaisé, je reprends les termes des plaquettes actuelles, me laisse plutôt songeur. C'est tout pareil, j'attends de voir. Donc j'attends de voir. J'ai grand espoir, mais grande inquiétude aussi. Alors c'est amusant parce que le maquettiste disait que la maquette n'a jamais été exposée. Moi j'ai le souvenir de l'avoir vue. À un moment, elle était exposée. Alors peut-être je me trompe, peut-être je recrée le truc, mais j'ai été pris d'un grand éclat de rire, parce que c'était M. Raymond Barre, ce remarquable personnage, le grand spécialiste des finances qui a plombé les finances lyonnaises, quand même, un grand spécialiste, ce grand maire qui nous a mis Interpol, une belle excusez-moi, risquer d'être grossier, sur les quais du Rhône, c'est vraiment malheureux, et qui nous a mis aussi ce projet dont on parlait avec la maquette. Et là, j'ai été pris d'un grand éclat de rire, parce qu'on présentait l'autoroute transformée en boulevard urbain, apaisé. C'était pas les termes à l'époque, mais il n'y avait plus les lacs. Il n'y avait plus les lacs. Il n'y avait plus les lacs. Excusez-moi. Il n'y avait plus le centre d'échange. Donc c'est assez étonnant. Et là, ça m'a fait rire, quoi. J'ai dit, mais c'est pas possible, ça peut pas marcher. Et je crois qu'il n'y avait même plus la gare. Je crois que la gare était en train de disparaître. C'était hallucinant.
plus rien. Voilà, mais ils ne pensaient plus l'utilité de la gare non plus, c'était nouveau, quoi. C'était un autre monde, il n'y avait même plus d'autoroute, c'était même un souvenir vague, il n'y avait plus rien. Tout allait bien, c'était formidable, et c'était vendu par Raymond Barre, qui était maire de Lyon. Voilà, c'était quelques témoignages. Oui, il y a de quoi dire sur le sujet, pas seulement architectural. Oui, il y a Monsieur Ray qui veut parler, je crois. Non, ensuite, moi j'étais lyonnais de service. J'étais le candidat heureux malheureux du concours qui avait été lancé par Raymond Barre. J'étais à la tête d'une équipe franco-anglaise. Et donc j'ai participé en tant que candidat, j'étais très flatté. Et donc c'est Oriol Bregas, qui est un architecte de grand talent qui a refait Barcelone, qui lui prévoyait un tunnel qui débouchait à Moulins. Je veux dire, c'était... Pourquoi pas, je veux dire, mais c'était absolument... Alors, je ne mets pas du tout en cause, au contraire, le talent de Bregas, mais disons, ça nécessitait des travaux d'infrastructure qu'il avait d'ailleurs fait à Barcelone, mais du temps des Jeux Olympiques. Donc, c'était illusoire. Et j'ai vu, il y avait une maquette dont Dominique Faux parle. Je l'ai vu, cette maquette, et effectivement... Mais à Lyon, les maquettes disparaissent, c'est assez bizarre. J'ai été amené à reconstituer avec les archives municipales la maquette de la Duchère qui avait totalement disparu, donc c'était bien dommage. Mais il y a un autre... Alors je soupçonne un confrère dont je ne citerai pas de nom d'avoir fait effectivement faire une autre maquette avant le projet de Bregas. Enfin je vais pas donner... qui était proche de Raymond Barre et qui travaille dans une agence qui porte un nom mésopotamien. Donc, c'est Babylone. Bon. Et donc là, il y a un projet invraisemblable qui avait suscité plein d'invraisemblabilités. C'était pas... Voilà. Mais cette maquette, effectivement, je l'ai vue aussi. Elle m'a autant scandalisé que vous. Elle n'est pas restée longtemps. Mais Dominique Faux, il fait partie de l'équipe, pour moi, Dominique Faux fait partie de la première équipe de PRH aussi, parce que nous étions tous enthousiastes et nous sommes restés amis. On partageait l'amour de l'architecture et l'amour du jazz, voilà. Parce que Dominique Faux est un grand joueur de jazz. Merci. Pas d'autres questions? On va peut-être en rester là parce qu'il est déjà tard. Donc un grand merci pour cette conférence. Merci. Et une bonne continuation pour la suite parce qu'il y a plein de choses encore à explorer sur ce sujet et sur d'autres sujets. Merci à vous tous pour votre participation, ces échanges, risques, ces questions. Et donc à bientôt. Bonne soirée.